certains à subir toutes sortes d'humiliations, de calvaires, de cauchemars pour réaliser leurs rêves sous d'autres cieux. Le phénomène migratoire est à coup sûr l'un des défis majeurs de ce siècle. Bienvenue dans la télé utile. Au sommaire de ce rendez-vous, le thème libellé comme suit: Ahmed Silla, ensemble luttons contre l'immigration clandestine. Vous retrouverez également dans cette émission Dr Philo pour son point de vue, Carole Kouassi dans le Publiscope, Laurent Monti pour l'état des lieux, sans oublier Flora Dassé dans C'est encore Flora et Richard Nguessan dans C'est inédit. Vous avez toutes les raisons de vous focaliser sur RTI 1 parce que c'est midi. Yes. Et vous retrouvez toujours du lundi au vendredi des visages illuminés, des sourires naturels. Eh bien, c'est ce qui fait la force de cette émission. Merci de nous faire confiance. Laurent Monti, comment ça va? Très très bien, toujours heureux de faire de la télé utile, aux côtés de magnifiques chroniqueurs. Et de toi, Caroline, ça va super bien. Merci beaucoup. Alors, Philo, ouais. Il a du mal à s'asseoir aujourd'hui. Ouais. C'est le seul gars... C'est le seul gars sur ce plateau qui peut tout se permettre. Pendant que nous, on se concentre sur nos fiches, on s'attelle à bien parler. Lui, il mange. Il fait ce qu'il veut, quoi, franchement. En même temps, il est midi, hein, il a faim. Non, c'est pas ça même. Galop, vous avez donné. Il y avait plus 7 matins, là. Quand il venait, les gens étaient en train de me regarder de façon dont... Je dis, c'est le dernier. C'est très bien. Merci, Carole Kouassi. Comment ça va, Dame Publiscope, hein? Vous êtes toutes en beauté. Merci. Qu'elles sont magnifiques. Les dames de cette équipe, Flora Dassé. Bonjour Caroline. La lady. L'amour. En tout cas, elle a dit, vous allez vraiment m'aimer. C'est vous qui l'avez dit, vous allez m'aimer cette série. C'était moi. Ah, c'était adoré. Et vous, c'était quoi? Vous avez dit quelque chose, je le sens, je ne me rappelle plus, mais hein, je sais qu'en début d'année, vous avez dit quelque chose. Moi. Oui. Vous avez oublié, c'est pas grave. Elle a dit qu'elle allait nous servir C'est encore Flora. Des pièges à outrance. Des pièges, des pièges à outrance. Et avec des leçons de morale à la fin. Voilà, merci beaucoup, Flora. Ça va, vous vous sentez bien? Votre saison se passe bien. Merci. Et notre invité est là. Mais avant, je vais vous redonner le thème du jour. Ahmed Silla, ensemble luttons contre l'immigration clandestine. Ahmed Silla est âgé de 45 ans. Il est chef d'entreprise depuis le 14 mars 2019. Il est le président de l'ONG Jeunesse Panafricaine. Ahmed Silla, bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Selon l'Organisation internationale pour la migration, le nombre de migrants internationaux a augmenté ces 50 dernières années et une personne sur 30 est migrante. Alors, nous allons tout de suite partir pour le portrait de l'invité avec bien sûr Raymond Hadji et Espérance Kouakou. C'est parti. Les motivations du combat qu'il mène aujourd'hui pour inciter les jeunes Africains à rechercher l'Eldorado dans leur propre pays remontent à très loin dans son passé. Né dans une famille pauvre et polygame, le jeune Ahmed Silla doit faire face aux réalités impitoyables de la vie. Manque de moyens de subsistance, impossibilité de se faire scolariser, aucune perspective d'avenir à l'horizon. Dans une telle situation, il décide de tenter l'aventure clandestine pour l'Europe, comme certains de ses aînés avant lui. Sur le chemin qui le conduit jusqu'au nord du Mali, que de périls à affronter. Finalement, il se résout à rentrer au pays et met à profit ses connaissances en mécanique pour monter ses propres garages automobiles. Fondateur de l'ONG Jeunesse Panafricaine, orienté dans la lutte contre l'immigration clandestine, il encadre aujourd'hui de nombreux jeunes tentés par l'aventure clandestine en Europe. C'est Midi le reçoit ce mercredi pour partager son expérience. À vous, Caroline. Merci beaucoup. Eh bien, avant d'entamer les échanges avec notre invité, nous allons donc avoir l'avis de Dr Philo. C'est Dr Philo. C'est bon, vous avez dit ça tout de suite, vous avez dit ça encore. L'immigration clandestine, moi, c'est quelque chose, c'est un sujet qu'on a trop abordé ça ici.
On a trop abordé ça ici. Au fait, je vais dire que... Les saisons précédentes. Hein. Oui, on a trop. Souvent même, tu as envie de dire même, si vous voulez, allez-y vous tuer. Mais comme ce sont des êtres humains, ce sont nos frères, on est obligé. On a beau parler, on a beau parler. Et c'est les politiques, on parlait les artistes, toujours l'immigration. Moi, je dis toujours, regardez comment je suis à l'aise. Mon beau photo, mon habillé, si vous voulez moquer-vous de moi, je suis à l'aise. Le bonheur, l'Eldorado là, c'est dans la tête que ça se crée. Si moi je suis ici dans ma tête, que je vis mon bain dans ma tête, qui va venir m'enlever dedans? Je sais pas, souvent, les mamans, vous êtes d'accord que je vous dise, c'est ceux qui sont là-bas qui se disent benguistes là. Quand ils viennent souvent, ils ont les paumes du, on ne sait pas s'ils lavent là-bas. Moi-même là, oui. Ceux qui viennent blaguer vos enfants. Ceux qui viennent blaguer vos enfants, ils sont aussi, on connaît, nous on arrive à Paris, ils sont au Château Rouge en train de vendre des bananes braisées. Nous les connaissons. Et le bonheur, c'est chacun même qui doit créer son bonheur. La dernière fois que vous étiez à Paris, c'était quand, Philo? À Paris, la dernière fois, c'est en été dernier. En été dernier. On ne va pas te croire. Donc, je dis, et c'est nous les Africains qui devons rester pour bâtir nos différents continents. C'est le plus important. Et moi, je me mets en tête, quand vous venez, vous dites, nous sommes dans le 19e arrondissement, dans le 20e. Moi, je dis, je suis derrière le 16e arrondissement à Yopougon. C'est mon Eldorado. Et chacun peut créer son Eldorado. Voilà. Je vais vous dire une chose. Quand tu leur demandes la pauvreté, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Mais je suis désolé, tout le monde ne peut pas avoir de travail. Mais chacun peut créer son propre travail. Il faut entreprendre. La jeunesse, il faut entreprendre. On parle de... C'est un peu. Nos mamans sont là. Ça fait 10 000, 5 000, elles ont commencé. Il faut entreprendre. Et comme ça, les choses vont aller. Et tu vas croiser ton bonheur. Tu ne t'assois pas là pour dire non, le gouvernement ne me donne pas de travail. Je suis là. Non, 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 non. Je suis désolé. Imagine si tu l'entends, si tout le monde avait du boulot. Est-ce que le monde allait être chic? Imagine une école où tout le monde a la moyenne. Les maîtres, ils font quoi là-bas? Il faut que des gens soient comme ça, ils soient comme ça. Et c'est chic, d'autres sont heureux, d'autres ne sont pas trop heureux. Mais à toi même de venir. On vous encourage dans votre là. Souvent, j'ai envie de dire, eux-mêmes, ceux qui font immigration, ils n'ont qu'à nous proposer des idées. Nous, on va aller les sensibiliser parce qu'on est fatigué de leur parler. D'accord. Et continuer toujours. Vraiment. Ce sont nos frères. On est obligé de leur parler quand même. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, je rappelle donc le thème du jour, Ahmed Sylla, ensemble luttons contre l'immigration clandestine. C'est en 1990 que vous avez décidé de tenter l'aventure clandestine pour l'Europe afin d'échapper à la pauvreté à laquelle vos familles étaient confrontées. C'est bien cela. Alors, il faut nous raconter les circonstances dans lesquelles vous vous êtes retrouvés à vivre cette expérience d'immigrants. Merci beaucoup, Caro. Avant d'aborder le sujet, comment on rend une minute de silence aux personnes tombées sur le Méditerranée. Une minute de silence pour ces personnes-là. Ok. Donc, je tenais d'abord à remercier des collaborateurs, des amis de l'ONG Jeunesse Panafricaine, d'abord. Je vais vous raconter un peu ma vie, mon début et à cette présence. Justement, par rapport à la question que je vous ai posée, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à vivre cette aventure? Je suis né d'abord dans une famille très pauvre. Vous voyez, dans la vie, il y a les familles pauvres et les plus pauvres. Mon père nous avait mis à l'école. Il avait des champs que ses frères et ses soeurs vivaient de ça. C'est un héritage de ses parents qu'il a hérité et il nous habitue à ça. On ne partait pas à l'école, on ne partait pas prendre métier, on partait seulement qu'au champ. Vous étiez au nombre de combien? Mon père a marié plus de 4 femmes. D'accord. Chaque femme avec plus de 17 enfants. Et tous les enfants ne sont pas allés à l'école? Tout le monde partait au champ. Tout le monde, le plus grand, le plus petit, tout le monde partait au champ. Même si tu as 10 ans, tu as 12 ans, tu as 7 ans, on te met au dos pour t'aller au champ. Donc petit à petit, quand on a commencé à prendre de l'âge, on a décidé aussi d'apprendre un métier. Ils ne voulaient même pas. Ils ne voulaient même pas du tout comprendre un métier. Donc on a un frère qui a pu aller par la voie illégale en Europe. Il est en Italie par la voie illégale qui s'appelle Ali, un de nos grands frères, qui nous met dans l'espoir. Pour dire, je suis en Italie, je vais vous envoyer des moyens pour que vous arriviez aussi à vous occuper de vous-même et parce que d'autres parents aussi. Et nous mettons dans l'espoir, vivons dans l'espoir. Et à chaque fois, nous donnons l'espoir, mais il n'y a rien qui s'est réalisé. Je lui ai dit que je vais te rejoindre un jour. Il me rejoint comment? Il passe par où? Il passe par la voie illégale. Non. Il passe par là-bas, là, ta vie, là, tu vas perdre ta vie. Je lui ai dit, je vais te trouver là-bas.
Donc, comme ça, il y a un ami malien qui me citait à chaque moment. Il s'appelle Ali aussi. À chaque fois, il me tente, il dit Ahmed, est-ce que nous vivons ici, en Afrique, tu envoies en Europe pour s'en sortir. Pour faire un effort pour qu'on puisse aller en Italie comme ton frère. Lui montrer que nous, on peut se battre aussi plus que lui. Il dit, à chaque fois, tu me tentes là. Je refuse de prendre cette voie illégale. Et à chaque fois, il vient taper ma porte pour qu'on puisse aller en Europe. Il dit, moi, je vais apprendre un métier, laisse-moi apprendre mon métier. Petit à petit, quand il voit mes papiers, je pourrais aller en Europe pour te rejoindre. Et c'est comme ça, un jour, il m'a dit vraiment qu'il y a quelqu'un qui est au Mali qui peut nous recevoir là-bas pour nous aider à voyager. Il y avait la somme de 25 000 francs. Dans le temps, 25 000 francs, c'était plus de comme 1 million. Hein. Et c'était quoi votre objectif La destination finale? Je voulais forcément arriver en Europe. Avoir des en Europe, où précisément? En Italie. En Italie. En Italie, et je veux dire, dans votre esprit, une fois en Italie, une fois en Italie, quelle allait devenir votre vie? Une fois en Italie, parce que là-bas, c'était le lavage de voitures qui donnait de l'argent aux gens. D'accord. Voilà, donc on a tenté aussi l'aventure par la voie illégale, par la Côte d'Ivoire, le Mali. Le monsieur qui nous héberger, on connaît qu'on a donné une bonne maison, une maison inachevée, avec ses moutons, ses bœufs. On prenait nos sacs, on mettait à côté, puis on dormait à côté des bœufs là. Vous nous rappelez le montant que vous aviez pour partir? 25 000. 25 000 francs. 25 000 francs CFA. Donc, entre le Mali et puis la Côte d'Ivoire, c'était maximum 2 500 à 3 500, le transport pour partir. Donc, il nous disait que tu en as des petits... En car? Comment? Oui, en car. Ok. En car. Le car, les gens montent avec des barrages dans le car, donc vous coincez. Une place prend 2 personnes. Une seule personne aujourd'hui qui prend une seule personne, prenait 2 personnes. Donc, on chargeait les gens dedans. Et puis, on prenait la route. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais plus de 13 ans, 14 ans. Vous étiez quand même très jeune. Oui, très jeune. Est-ce que vos parents étaient informés? Non, je n'ai pas informé. Donc, vous disparaissez? Je voulais le faire souper parce que je voulais que mes parents dorment un jour dans ma maison. Je voulais construire une maison pour donner à mon père et ma mère. Mais à 13 ans, quand même, vous étiez... Non, mais à 13 ans, on grandit dans la vie, on grandit. Parce que nos frères, lui qui est parti, là, il a 12 ans, 13 ans, c'est lui qui est parti. Et nous avons des photos pour dire qu'il est bien, il va bien, il a une bonne maison. S'il vous plaît, tout à l'heure, vous avez dit qu'en Italie, c'était les lavages de voitures qui marchaient. On nous disait qu'en Italie, quand tu es en Italie, tu laves les véhicules, tu peux t'en sortir. Donc, à 13 ans, là, vous avez décidé de tenter l'aventure, allez vous installer en Italie pour laver les voitures. Bon, nous, en France, ce n'est pas pour s'installer, on dit on va travailler. Même si on demande dehors, on s'en fout. On demande à la maison, on s'en fout. On veut atteindre l'Europe par tous les moyens. Donc, c'est-à-dire que Flora, il n'était pas suffisamment informé. Oh oui, et moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'ici, vous laviez déjà les voitures? Ici? Parce que c'est un métier. Ici, le lavage, c'était pas encore trop ça dans le temps. Mais vous-même, est-ce que vous laviez les voitures ici? Non. C'était les travaux champêtres? On n'apprenait pas ça pour laver un véhicule. Comme tu te laves, on n'apprend pas. Quand tu te nages, tu te laves toi-même. On n'apprend pas à laver un véhicule. Tu te débrouilles dans ton domaine, tu te débrouilles comme tu peux. Mais en même temps, l'espoir que quand tu arrives en Italie, tu pourras te battre pour aider ta famille. Et moi, seulement, sincèrement, je voulais aider ma famille. Parce que ma famille vivait dans le désespoir. On vivait dans une maison, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de tôle. On dormait en bas des lits, des semis là. Il n'y a pas de ciment, du tout. Il n'y a pas de courant, on vivait avec les lampes. Où on ouvre les lampes et puis on met le pétrole, on met les mèches pour allumer. Et à chaque fois, on peut payer même le pétrole 25, plus de 1 km à 2 km la nuit. Souvent, le serpent nous piquait. À 13 ans, quand même. 13 ans. Jeune monsieur Silla. Oui. 13 ans. Vos parents ont dit qu'ils n'étaient pas à l'aise avec on pouvait mourir même comme ça que de rester dans cette souffrance-là. Parce qu'on a quelqu'un même qui nous a incité à aller en Europe. Parce que lui, il est parti une fois, il est parti en Europe, il a réalisé, construire des maisons en dur d'abord. Nous, on demande des maisons en baraque. Donc, on a dit aussi que, comme lui, il a fait pour obtenir sa richesse, ou bien son argent, on va le faire aussi, on va tenter aussi. Parce que c'était la plus grande honte. Et à chaque fois, les fins d'année, il arrivait à tuer les moutons. Nous-mêmes, on n'arrive même pas à tuer même un poulet. Mais il faut faire quoi? Il faut tenter. Allez-y. Juste savoir, quand vous êtes parti de la Côte d'Ivoire, vous êtes arrivé au Mali, je ne sais pas si c'est au Nord Mali, mais pendant tout ce trajet-là, vous n'avez pas rencontré la police? Il n'y a pas quelqu'un qui a essayé de... Non, dans le temps... Un enfant de 13 ans? Dans le temps, quand les gens te disent, ils te prennent ton argent, ils te couvrent jusqu'à ta destination. On se retrouve en quelle année à peu près? Comment? On était en quelle année? L'histoire que vous on était en 96, 96-97. 96-97. Oui. Et une fois au Mali, est-ce que vous arrivez à atteindre votre objectif? Non. Une fois au Mali, mon ami qui m'a incité à partir, lui, il avait un peu de moyens plus que moi. Moi, je vais se marquer 25 000 francs. Et lui? Tu vois? Comment? Lui, c'est pas comme il refuse de monter son argent. À chaque fois, l'argent, comme on a sur lui, on cache et puis on met dans le caleçon. On met dans le caleçon parce que si tu dors, quelqu'un peut te voler. Si tu es fatigué, tu dors, on peut te dépouiller sans que tu te rendes compte pour la fatigue.
Et lui, Comment vous avez eu les 25 000 justement? Qui vous a prêté, qui vous a donné? Les 25 000 francs, je travaille dans les chosses à manger les soirs. Et puis, quand on est gaba, on paye 200 francs par jour. Il y a 200 francs, ils mettent dans la caisse. Quand il y a 200 francs, ils mettent 100 francs dans la caisse, ils gardent 100 francs pour manger les galettes de bouffe, et puis les bacala que les femmes vendaient dans les rues. C'est comme ça, petit à petit, ils gardent mes 100 francs, ils mettent 25 000 francs. Vous êtes très patient, monsieur. Oui, très patient. Très patient. Et puis, arrivé au Mali, et il nous a proposé d'aller d'abord au Maroc. Mais les moyens qu'il nous demandait, ça n'arrivait pas. Et puis, ce que j'ai subi en cours de route, je ne voulais plus continuer. Je voulais me retourner, venir continuer à apprendre mon métier. Et c'est comme ça que j'ai un chauffeur de bétail qui m'a dit, tu veux venir, je veux te faire venir. Donc, comme ça, il dit, comme dans le véhicule, il n'y a pas de place, mais tu vas monter à des bétails derrière, mais tu te mets là. Comme il bouge, ils vont t'écraser. Donc, comme ça, je me suis là, Zouka Abidjan. Et c'est ce qui vous a poussé aujourd'hui à lutter contre l'immigration clandestine. Oui, On y reviendra. Carole Kwasi, pour le Publiscope. Oui, pour le Publiscope, j'ai moi aussi essayé de tenter l'aventure d'immigration clandestine. Oui. Et monsieur avait 25 000, moi, il n'y avait que 5 000 francs dans mon sac. Je vous laisse découvrir. Publiscope avec Carole Kwasi. Non, maman, il n'y a pas de travail ici. Il y a fait quoi ici? Bon, non, s'il y a parti. Non, ça, la mode. Actuellement, là, tu es ma seule fille. Si tu vas là, c'est pas bien. Toujours, tu es là, c'est humiliation. Mes amis sont partis, ils ont envoyé de l'argent à leurs parents. Toujours, c'est moi ici, là, il n'y a pas de travail, il n'y a pas... Maman, je t'aime. Mais il y a parti, ça, là, il y a parti. Il faut rester ici. Tu vas aller mourir, cadeau. Tu es ma seule fille. Hey! Tu es sûre que tu fais le bon choix en prenant autant de risques pour aller en Europe? Tu penses vraiment que tu ne peux pas te réaliser dans ton pays auprès de tes parents? Es-tu prête à abandonner la chaleur de ton pays, ses bons plats et toutes ses richesses? Réfléchis, Carole. Réfléchis. Monsieur, mon frère, c'est bon. Il y a des cents, c'est bon. Il y a parti. Ma maman, elle avait raison, on dirait. Il y a tout au pays ici. Il y a resté. Il y a des cents. Donnez-nous 2 raisons pour amener les jeunes à ne pas migrer. Il faut se soucier de ce qui peut les amener à partir. D'entre des jeunes, je pense que c'est la découverte de l'Hexagone. Et puis, c'est forcément chercher à avoir un bien-être. Et ce bien-être-là, voir s'il y a possibilité qu'on puisse créer ça ici. C'est-à-dire que le jeune avec son parent. Et puis, deuxième raison qui est non des moindres, c'est l'effet de surprise. Parce que tu t'en vas quelque part, tu n'as aucune idée, tu n'as aucune information de là où tu t'en vas. Donc il est clair que tu ne sais pas où tu t'engages, dans quoi tu t'engages, et puis qu'est-ce qui t'attend là-bas. Qu'est-ce qui l'a animé à vouloir aller de l'autre côté là-bas et qu'est-ce que véritablement il peut donner comme information aux jeunes qui sont en train de partir là-bas. C'est de créer même les entreprises, avoir l'envie de réussir en étant en Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a plein d'opportunités pour réussir. Et puis penser à plein de projets à suite de revenus. Je pourrais poser la question suivante à l'invité de l'émission ce midi. Qu'est-ce que son ONG fait de particulier pour encourager nos frères et sœurs à rester en Côte d'Ivoire? Les 2 raisons fondamentales, les infrastructures et puis beaucoup d'emplois. Bon, à l'invité, ma question est la suivante. Puisqu'il a expérimenté beaucoup de choses, qu'est-ce qu'il propose de façon très concrète, de sorte que les jeunes, en l'écoutant, ils peuvent vraiment prendre ça en compte et puis rester ici. Maman, je suis plus partie. Maman, je suis là. Merci. Je ne vais plus, maman, je suis avec toi. Merci beaucoup. C'était Carole Kwasi pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci beaucoup, Carole Kwasi. Il y a des cendres. Non, il y a des cendres. Il y a des cendres sur l'eau là. Sur l'eau là, il y a des cendres. Il faut qu'elle descende. Carole, elle s'est oubliée, elle pensait qu'elle était dans un véhicule. Non, mais là, on peut descendre. Elle ne pas descendre. Prochain Carrefour. Tu tournes et puis elle descend. C'est bien. Alors, on est toujours avec Ahmed Silla, donc vous avez entendu les différentes questions non, y a pas de, souci. De nos téléspectateurs. Ouais. Voilà. Alors, comment vous êtes retrouvés à lutter aujourd'hui contre l'immigration clandestine et qu'est-ce que vous faites de façon concrète pour aider les jeunes? D'accord. Quand je suis venu de Mali, je connais toujours à apprendre mon métier de la mécanique. Petit à petit, je suis arrivé quand même à créer une grande structure
qui se dénomme aujourd'hui la Garage Jeunesse. Il y a Garage Jeunesse 1, 2, 3. Et en Allemagne, j'ai une autre structure là-bas, qui est dans la ville de Nov. Je suis parti pour la première fois en Europe pour pouvoir m'installer sincèrement. J'ai tenté la voiture, je suis sur la voie illégale. Je suis parti dans le moment où le visa voulait m'installer. J'ai vu la situation de la ville là-bas qui ne m'intéressait même plus. Parce que ceux qui m'ont promis, en me disant que l'Europe c'est le Dorado, je suis parti le trouver même dans la mauvaise situation, eux-mêmes vivants. S'il vous plaît, avec le visa, ça marchait? Oui, ça marchait. La voie illégale n'a pas marché, la voie légale a marché. Oui, est-ce que je viens de créer ma structure m'a donné des documents pour obtenir un visa. Voilà, donc je suis parti en Europe avec la voie normale, pas la voie clandestine. Et ça a été quoi votre sentiment quand vous êtes arrivé? Le sentiment quand je suis arrivé en Europe, d'abord, ce qui m'a découragé, c'est la fraîcheur. Je suis arrivé en Europe, je pense que c'était le même climat que l'Afrique. En Europe, quel pays c'était? C'était en France. En France. En France. Quand je suis arrivé pour la première fois, je n'ai pas pu partir avec le manteau, rien. Donc arrivé là-bas, c'était en temps d'été. Quand je suis sorti, je suis remonté dans l'avion. On dit, monsieur, vous allez descendre là. Il dit, non, moi, je ne peux pas descendre. C'est même congélateur, ce pays-là. Vous allez descendre là. C'est comme ça qu'ils m'ont aidé, ils m'ont donné des pulls. Puis celui qui m'a donné l'espoir de venir en Europe, il a refusé de me décrocher parce qu'il ne pensait pas qu'il allait arriver en Europe. Donc je le décroche, je l'appelle, il ne me décroche plus. Je voulais appeler quelqu'un d'autre en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé le numéro de quelqu'un qui m'a hébergé pendant les 30 jours. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Quand je suis revenu, je continue toujours encore à me battre dans la mécanique pour pouvoir créer encore d'autres idées, hormis la mécanique. C'est comme ça, petit à petit, Dieu m'a donné la chance d'avoir des documents, d'abord pour voyager par là en France. Après la France, c'était l'Allemagne. Après l'Allemagne, c'était les États-Unis. Petit à petit, avec mes relations avec les gens, j'ai eu un peu de moyens. J'ai créé des structures comme le garage auto, les lavages auto, les stations. C'est très bien. Dans l'évidence. Avec les mêmes moyens que j'ai essayé aussi d'envoyer des courriers à certaines personnes pour qu'ils puissent m'aider. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de retour. Donc je me bats toujours. Je mets tout mon espoir dans la main de Dieu. Ces jeunes-là, quand il y a une personne, ce n'est pas mauvais, c'est la bénédiction que Dieu te donne toujours. Je vais vide mon compte pour aller sensibiliser les jeunes dans les différentes communes. Les jours qui viennent, Dieu me donne encore de grands moyens plus que ce qu'il a dépensé. Lorsque vous allez rencontrer ces jeunes-là, qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, en 2003-2004, j'ai fait plus de 16 permis pour donner aux jeunes gratuitement avec mes mêmes moyens que j'ai. Donc ça a été les jeunes à me rejoindre dans cette cause noble. Encore, j'ai aidé plus de 14 personnes à revenir en Côte d'Ivoire, les enseignants dans les différentes structures comme la mécanique, comme le lavage auto, comme dans les différentes stations. J'ai aidé même d'autres personnes à devenir même des corps habillés avec mes contacts que j'ai dans la police, comment on appelle le truc de... La comédie? Non, pas la comédie. À quoi vous me regardez là? Est-ce qu'un jeune qui vient vous voir et qui vous dit qu'il aimerait aller se chercher en Europe, est-ce que vous pouvez encourager ce jeune-là? Non, je ne l'encourage pas. Tu veux partir en Europe, le voyage n'est pas interdit à qui que ce soit. Il faut pas l'avoir normal, pas l'avoir clandestine. Donc celui qui veut venir, celui qui vient me voir pour dire qu'il veut partir en Europe, je lui demande qu'est-ce qu'il fait d'abord dans la vie. Tu dois un métier, parce que tu arrives en Europe, tu as un métier, c'est difficile. Et ce qu'il va y faire? Comment? Ce qu'il va faire en Europe. Qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Tu dois un métier, tant mieux pour lui. Tu as un métier, tant pis pour lui. Parce qu'en Europe, ce qui nous fait croire que l'Europe et le Dorado, venez, on va vous aider, et arriver sur place, et ne nous aide pas, vous voyez, tout ça, c'est difficile. Donc, ces personnes qui viennent vers moi, ils demandent qu'est-ce qu'il fait. Tu vas prendre la mécanique, il veut devenir chauffeur de baka, chauffeur de taxi, il veut devenir faire quoi dans la vie. Il va me dire ce qu'il peut faire. Tu peux l'aider, je l'aide. Et je lui demande d'abord d'adhérer à l'ONG d'abord. Il faut être membre de l'ONG avant que puisse faire quelque chose pour toi. Si tu es membre de l'ONG, je suis prêt à me battre pour toi. Parce que c'est certaines personnes qui viennent vers nous, on nous fait croire qu'ils sont membres de l'ONG et qu'ils viennent pouvoir gagner des papiers pour voyager. L'ONG n'est pas là pour faire voyager les gens par la voie clandestine, mais pour la voie normale. Tu vas en Europe, parce que tu as des habitudes dans la tête, ou tu as un truc très précis, que tu vas faire là-bas. Bon, en même temps, il faut bien préciser que l'immigration en elle-même n'est pas quelque chose de mauvais, parce que, bien sûr, on a envie de découvrir autre chose, ou même aller se chercher ailleurs. Nous sommes tous émigrés. Si, l'immigration clandestine qui est condamnable, en fait, il faut vraiment préciser. Aujourd'hui, j'ai acheté un terrain à Faya, plus de 1200 mètres carrés. Je voudrais créer des centres de formation de toutes sortes d'activités. Donc, je voudrais quand même demander aussi de l'aide aussi à nos autorités, à certaines personnes pour nous en aide, pour qu'on puisse aider aussi d'autres jeunes qui veulent vraiment entreprendre. Vous avez pu rencontrer le ministère de la Jeunesse? J'ai envoyé des courriers, ils n'ont pas encore répondu. Ministère de la Jeunesse qui fait beaucoup dans ce sens. J'ai envoyé des courriers au ministère de la Jeunesse. À s'insérer, à se réinsérer, etc. Mais également, beaucoup reste à faire. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est pas suffisant. On a un grand défi à relever, mais grâce à Dieu, nous allons relever ce grand défi.
D'accord. Caroline, j'aimerais savoir rapidement, votre frère qui était parti de manière clandestine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient? Bon, il a fait sa vie, hein. Il fait sa vie là-bas, il a des enfants. Mais il a réussi quand même dans la vie. Là. Bon, il a réussi de sa manière. Hein. Il a réussi de sa manière. Moi, la réussite d'une personne en Europe, la réussite d'une personne en Europe, tu vas en Europe, tu avais réalisé pour tes frères et soeurs ici. Mais on peut mal partir et réussir là-bas. Comment? Oui, bien sûr. Il y a plein qui sont partis comme ça, par la voie illégale. Ils sont venus construire des immeubles ici. Mais toujours est-il que vous partez au bout de votre vie, hein. C'est les plus chanceux. Non, je vais expliquer. Voilà, c'est ce que vous sinon les plus dans le temps, en Europe, quand quelqu'un arrive en Europe par la voie clandestine, il va s'inscrire en France, en Allemagne, en Belgique comme un immigré. Et ça, les emprunts ne sont pas pris. Et ils sont payés à 150 € dans tous ces pays européens. Mais aujourd'hui, la technologie a évolué. Quand tu mets ton empreinte en Italie, ça sort en France que tu es immigré en Italie. Donc, c'est vrai que le mouvement est gâté dans les mains. Eux-mêmes, quand ils viennent en Côte d'Ivoire maintenant, tu mets ton petit jeton, tu vas venir prendre demain. Il dit, il y a euro. Avant de partir échanger. Ça se fait là-bas. Quand ton argent n'est pas fini, ils vont partir à ton argent. Donc, il lance un appel à toutes ces personnes-là d'envoyer les images positives, pas les images négatives à nos jeunes frères qui sont ici. Parce que c'est ceux qui tentent, qui incitent la jeunesse à prendre cette voie illégale. Ils sont devant les monuments en France, en Italie, pour envoyer les images aux gens. Ils incitent les gens à partir. Alors eux-mêmes n'ont pas de maison pour dormir. C'est ça qui est grave. D'accord. Donc, vraiment, ici de la jeunesse, au goût du travail, de croire en elle-même. Nous avons un très beau continent. C'est clair. Aussi, je lance un appel aux autorités à nous écouter. C'est important. Nous sommes des jeunes talentueux qui veulent apporter aussi à ce beau continent. Je voudrais vous emboîter le pas pour demander à l'État. Certes, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites pour que les jeunes aujourd'hui entreprennent. C'est vrai, on a envie d'entreprendre, mais il faut pouvoir entreprendre dans un environnement favorable. Donc nous leur demandons de créer des environnements plus favorables à l'entrepreneuriat et de faire de plus en plus... de communiquer de plus en plus sur ce que nous avons comme ressources. On a des ressources naturelles, on a beaucoup d'opportunités dans nos pays, mais par ignorance, les jeunes se disent que l'herbe est plus verte ailleurs et ils préfèrent partir. Donc voilà. Nous avons déjà des solutions qui sont déjà en place. Et nous les encourageons également à vous soutenir. Oui, nous avons déjà des solutions qui sont déjà en place. Si on n'a pas de solutions, c'est un peu difficile pour nous. Nous avons déjà des solutions qui sont en place. Nous voulons que les personnes de bonne volonté puissent venir nous soutenir pour qu'on puisse élargir ces structures-là, pour pouvoir former plusieurs jeunes encore de toutes sortes d'ethnies. Nous ne sommes pas là pour aider les Djoula ni les Baoulés. Nous sommes là pour aider toute la jeunesse africaine. Merci beaucoup, Ahmed Silla. Également, je veux dire aux jeunes, si vous avez la capacité de réunir des sommes colossales, des sommes faramineuses pour aller en Europe, c'est que vous avez le potentiel pour avoir de l'argent pour investir. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, cherchez, renseignez-vous, informez-vous sur les business rentables. Il y en a à l'appel dans ce pays. Vraiment. Sur ce, nous allons pour la pub et on se retrouve dans quelques instants. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kiren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre. C'est avec la même hargne, la même détermination et le même sourire que nous vous retrouvons pour la deuxième partie de cette émission. Et nous sommes toujours avec Ahmed Silla qui a donc tenté l'aventure de l'immigration clandestine. Il a échoué. Après, il a eu l'occasion d'y aller, mais sa décision, son combat aujourd'hui, c'est d'amener les jeunes à peut-être voyager, à immigrer de façon légale, mais surtout à ouvrir les yeux sur tout ce qui peut leur permettre de réussir dans leur propre pays. Ahmed Silla, nous avons une surprise pour vous. Avec la Un homme, il est bien, il fait beaucoup pour la jeunesse. Il lui souhaite beaucoup de choses, beaucoup de chances dans tout ce qu'il fait. Que Dieu mette sa grâce dans tout ce qu'il fait. Que Dieu l'aide beaucoup. Parce qu'aller à l'aventure, c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis être au devant de cette organisation, c'est pas facile. Donc, moi, j'aimerais dire ici, Ahmed Silla, tu es un homme fort. Tu es un homme fort. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne de bonnes occasions. Qu'il t'accorde tout ce que tu désires. Qu'il facilite ce que tu entreprendras. Que Dieu te donne la longévité pour que tu éduques tes enfants. Mes bénédictions sont avec toi nuit et jour. Que Dieu te donne la santé et la longévité. Mes bénédictions sont avec lui. Je n'ai pas de mots à lui dire, rien que des bénédictions. Que Dieu accepte mes bénédictions
Que Dieu bénisse ses enfants pour lui. Que Dieu fasse qu'il ait une entente entre lui et sa femme. Que Dieu fasse que leur union dure. Que Dieu fasse qu'il prospère dans ce qu'il fait. Ahmed Silla, donc la première vidéo, c'était son épouse et ses enfants. Et puis après, on a vu sa maman qui le bénissait. Ahmed Silla, je pense que c'est sur ces mots de bénédiction qu'on va vous remercier. L'émission se poursuit, on reste toujours dans la même thématique avec Laurent Monti pour son point de vue, son analyse. Et que dis-je encore, l'état des lieux. C'est parti. C'est parti, Caroline. Prise. Alors, on a un jeune artiste ivoirien très prometteur qui a tenu à vous féliciter pour votre prix d'excellence remporté en tant que meilleure animatrice de Côte d'Ivoire. Il s'appelle Christian Hirier, qui est là dans le public. Oh. Bah, c'est gentil, hein? Oh là là! Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je peux l'ouvrir? Merci infiniment. En plus, c'est mon mois, hein? C'est mon mois anniversaire, donc c'est bien, ça commence bien. Vous pouvez me donner des cadeaux jusqu'à la fin du mois de février. L'anniversaire, c'est le 24 février, mais les cadeaux peuvent commencer à venir déjà. Merci. Attention. Ah, c'est bien emballé, hein? À ne pas... Oui, très très bien emballé. Qu'est-ce que c'est? Oh, les avantages du métier. C'est vrai qu'on souffre, mais quand on reçoit les cadeaux, vraiment, ça nous fait du bien. Mon vrai cadeau, doucement. On est pressé, il n'y a pas le temps. Nous tous, on regarde comme ça. On est tous pressés. C'est un tableau. Attention. C'est un magnifique. Tada! Je suis pressée de regarder, de voir. Oh! Magnifique! C'est trop joli! C'est trop joli. Comment vous vous appelez? Christian? Christian Hirier, merci infiniment. À la fin de l'émission, je vais vous embrasser très fort. Merci beaucoup. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Merci infiniment. Vous pouvez repartir avec le carton, s'il vous plaît. Il ne faut pas que ça tombe, hein. Merci. Mon premier cadeau de février. Alors effectivement, pardon, je suis ému, hein, Caroline, pour vous. C'est vrai que la migration internationale n'est pas un phénomène nouveau. On se souvient avec émotion du jeune Barthélemy Laurent de Yopougon qui a trouvé la mort dans le train d'atterrissage d'un avion. On se souvient aussi de ces images insoutenables de migrants vendus comme esclaves en Libye. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Mais en termes de définition, on entend par migrant international toute personne se trouvant à l'extérieur de l'État dont elle possède la nationalité. Donc, ça intègre les migrations légales et illégales. Voilà. Et l'Organisation internationale des migrations estime à 281 millions le nombre de migrants à travers le monde. Mais je veux quand même pouvoir déconstruire certains clichés sur l'immigration, notamment africaine. Parce qu'en France, on parle beaucoup d'immigration africaine. Il faut savoir que l'Afrique ne représente que 14% de l'immigration mondiale contre 24% pour l'Europe et 41% pour l'Asie. Donc, c'est très faible. Et le deuxième élément que je portais à votre connaissance, c'est que les 3/4 des migrants africains immigrent en Afrique. Ils ne vont pas en Europe. Donc, quand les 3/4 qui migrent dans les différents pays africains, on a 6 pôles principaux. On a la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Gabon, l'Afrique. Le Nigeria vient avant la Côte d'Ivoire? Non, la Côte d'Ivoire vient avant le Nigeria, en Afrique de l'Ouest, effectivement. La Côte d'Ivoire, le Gabon, l'Afrique du Sud, la Libye et le Maroc, on a des pôles comme ça d'immigration. Et pour parler de la Côte d'Ivoire, il faut dire que la Côte d'Ivoire est un paradoxe. C'est le premier pays en Afrique de l'Ouest qui accueille le plus de migrants, avec 2 564 857, devant le Nigeria qui en accueille 1,3 million à peu près. C'est-à-dire que pendant que les gens viennent se chercher en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont se chercher ailleurs. Moi, je suis venu me chercher en Côte d'Ivoire. Voilà. Et vous avez très bien fait. J'ai quitté la France pour la Côte d'Ivoire, donc on peut réussir. Vous avez bien fait. Et le deuxième paradoxe, effectivement, comme je le disais, c'est que la Côte d'Ivoire est un des principaux pourvoyeurs de migrants pour l'Europe. Et c'est effectivement un problème que le gouvernement prend à bras-le-corps. Le ministre de la Jeunesse, M. Mamadou Touré, a lancé une vaste campagne, un programme en faveur de l'insertion des jeunes. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites à ce niveau-là. C'est vrai, le chemin est encore long parce qu'on déplore 1200 personnes qui sont mortes dans la mer Méditerranée en 2021. Et ça, c'est vraiment à déplorer. C'est énorme. C'est vrai, les migrants africains ont envoyé l'équivalent de 30 milliards d'euros en Afrique.
C'est colossal. C'est vrai que la diaspora malienne participe pour près de 80% au financement du développement du Mali en 2017, mais il n'en demeure pas moins que le phénomène de migration irrégulière reste un véritable défi pour l'Afrique qui compte 77% de sa population qui est jeune. Donc il faut pouvoir leur donner, comme vous le faites, monsieur, des raisons de croire que l'Afrique n'est pas le continent d'un avenir toujours plus lointain, mais le continent du présent. Oui, on peut réussir en Afrique. Yes, we can. Et je ne parle pas de la canne. Merci beaucoup. Laurent Monti, oui, nous le pouvons. Ayons foi, ayons confiance en notre potentiel, mais également en nos potentialités. Nous pouvons le faire. Nous sommes tellement talentueux. Il y a tout pour réussir dans ce pays. Il y a tout pour réussir en Afrique. Et je le répète, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a beaucoup de souffrance de l'autre côté. Renseignez-vous avant de prendre la décision. Flora Dassé, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de lingerie féminine. D'accord. En fait, je veux dire, dans les magasins, c'est pas tout qu'on essaie. Voilà. Il y a des vêtements qu'on peut essayer. Quand tu rentres, tu peux essayer une robe, une chemise. On n'essaie pas la lingerie. Imaginons, si moi j'essaie, une autre femme vient qu'elle ce sera une transmission, on va dire, de bactéries. C'est cela. Ça ne se fait pas. Donc, celles qui ont l'habitude de le faire, là, ne le faites pas. Les vendeuses qui ont l'habitude de proposer des essayages à leurs clientes en ce qui concerne la lingerie, s'il vous plaît, arrêtez parce que vous propagez certaines maladies sans le savoir. Vous devez connaître... vos tailles, voilà. Avant de partir acheter, il faut connaître sa taille. Tu t'en vas, tu dis je fais tant, on te donne la taille adéquate. C'est parti, on regarde. C'est encore Flora Dassé. Qui est ici, s'il vous plaît? Des jolis caleçons ici, hein. C'est M48. 48. Oui. 48. Oui. D'accord. Non, moi, je veux un caleçon. Comme j'ai un rencard ce soir. Sur le corps, tout ça. On fait ça aussi. Hein? Tatouage sur le corps, les fesses. Tu dis ça, c'est quelle taille? Ah, c'est M28. M. J'ai essayé, mais ça ne me rentre pas. Je ne veux plus. Il faut reprendre. Jésus! Comment ça? Ça ne me rentre pas bien. Chahé! Je vous ai dit la taille en bout de poids. Mais j'ai essayé, ça ne me rentre pas. Je sais, mais je vous ai dit la taille. Mais je ne peux pas gâter. J'ai essayé, ça ne me rentre pas. Mais moi, j'ai essayé, ça ne me rentre pas. Voilà. Il faut reprendre. Attends. Je pense que... Mais j'ai essayé, ça ne me rentre pas. D'accord, mais je suis désolée. On ne peut pas... Bon, c'est bon, je vais aller dans un autre magasin. Non. Je vais aller dans un autre magasin. Mais j'ai essayé, ça ne me rentre pas. Je suis d'accord, mais vous aurez dû me demander d'abord... Mais j'ai demandé, tu me dis que c'est ma taille. Mais il faut payer. Non. Je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris, j'ai juste essayé, ça ne me rentre pas. Vous n'allez pas, je suis désolée. Ça ne me rentre pas. Oui, je suis d'accord, mais vous... Ok. Laissez mon sac. Je suis désolée. Ça devient du vandalisme là. Comment ça, je ne sors pas? Non. Quand je rentre, c'est toi, tu m'as fait rentrer ici. Vous payez. Non, je ne peux pas payer. Je ne peux pas payer. Un caleçon que vous avez déjà je ne suis pas sortie avec, j'ai juste essayé. Mais ça ne me rentre pas. Je suis désolée. Ça ne me rentre pas. Je suis désolée. C'est devant toi, j'ai essayé, non? Je n'en disconviens pas. Moi aussi, je ne peux pas payer. Ok, donc vous allez... Je ne peux pas payer. Vous n'allez pas sortir. Merci de me remettre mon sac, s'il vous plaît. Je suis désolée, je ne peux pas vous remettre. Merci de me remettre mon sac, s'il vous plaît. Je ne peux pas payer. Monsieur, ne m'approchez pas. Je t'approche là, c'est là. Faut pas m'approcher. Mais pourquoi on n'essaye pas? Quand toi, tu donnes payer, tu n'essayes pas. Vous ne savez même pas traiter les clients. Je dis, je m'en vais dans une autre boutique. Je ne sais même pas pourquoi il discute avec vous. T'as dit quoi? On ne sait pas de quoi? J'ai dit, je m'en vais dans une autre boutique. Désolée, vous êtes venu, on vous a bien reçu. Donne mon sac qui est payé. Donne mon sac qui est payé. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Et puis, caleçon là, c'est 5 000 francs. À quoi les caleçons, vous allez traiter les gens comme des trucs. Ah, parce que je suis en train de parler là-dedans. Moi, je cosplay les stagiaires. Oui, dans ça. Oui, évidemment, t'as pas une info bien. C'est combien? C'est 5 000. Moi-même. Et c'est complet. Mais vous aurez dû demander le prix d'abord avant d'essayer. Mets dans le sachet. Mets le complet dans le sachet. Il n'y a pas de complet, c'est des caleçons simples. Bon, mets vite, c'est parti. Hein? Brian, où sont les sachets pour le caleçon? Voilà, donne-moi. Ouais. Chahé! Bravo, Flora. Il est bon de préciser que Flora
était en caméra cachée. Oui. Il n'y a que la propriétaire du magasin qui était informée, sinon le personnel ne savait rien du tout. Et à cette allure-là, elle risque d'être bottée un de ces 4 matins. Je ne serai pas là pour la défendre. Merci Flora, nous allons évoluer dans cette émission qui tire allègrement à sa fin. Je profite donc pour saluer l'association des femmes Awanais d'Abobo, Anopoakwa, dont la responsable est Madame Kone Sylvie. Nous saluons également le groupe ESCOM de Yopougontois-Rouge, dont le responsable est l'éducateur Kwasi Williams, et l'ONG Jeunesse Panafricaine, l'ONG d'Ahmed Silla. Merci de votre présence dans ce studio. Nous allons dans quelques instants parler du premier refuge animalier de Côte d'Ivoire avec Richard Nguessan, juste après la pub. Je suis Dassé Flora, chroniqueuse à C'est Midi. Et je vous donne rendez-vous tous les mercredis à partir de midi sur RTI1. Cette saison-là, ma chronique s'appelle « C'est encore Flora ». Pourquoi ? Parce que je vais piéger tout le monde. Mes capsules seront à la fois divertissantes et éducatives. Parce que derrière chaque piège, derrière chaque caméra cachée, derrière tout ce que je ferai, il y aura une leçon de morale à la fin. Donc restez connectés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Andrea Etienne et je vous souhaite une très belle année 2022. Alors cette saison dans C'est Midi, je vous donnerai rendez-vous tous les vendredis dans une chronique qui s'intitule Racines et valeurs de l'invité. Nous irons donc à la découverte des us, des coutumes, des traditions. Ce sera également l'occasion pour vous de mieux connaître vos célébrités préférées et il y en aura plein sur le plateau de C'est Midi. Donc nous irons découvrir nos valeurs, nos racines, parce que c'est ce qui fait notre richesse. La culture africaine est riche et vous la découvrirez à travers ma chronique. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne nationale, la RTI. Allez-y. Aujourd'hui, tu l'as dit, notre centre d'intérêt, c'est la cause animale. Depuis le 22 mai dernier, il existe le premier refuge animalier de Côte d'Ivoire. C'est une initiative qui est bien évidemment du Comité de protection des animaux, en abrégé CPA. C'est une association d'utilité publique et qui a pour valeur le bien-être animal. Elle recueille des animaux en détresse, elle offre des soins aux animaux en détresse et bien plus, elle les héberge. Nous nous sommes permis une immersion dans ce refuge qui, soit dit en passant, est le premier du genre en Côte d'Ivoire. Avant de lancer l'élément, Raymond Adji, il fait partie de l'association. C'est un collaborateur, c'est pas seul. Et justement, lorsque quelqu'un lui demande au bureau, vous avez combien d'enfants ? Il dit humains ou animaux. Parce qu'il considère ces animaux domestiques comme ses enfants. Enfin, vous pouvez lancer l'élément. Raymond Adji, coucou. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. Longtemps ignoré en Afrique, la défense de la cause animale est en nette progression. En Côte d'Ivoire, une organisation pousse la société à changer son regard sur les animaux. Elle sauve, protège et fait adopter des chiens. Cet inédit est en immersion dans le premier refuge pour animaux en Côte d'Ivoire. Situé dans une plaine sablonneuse dans le quartier de Benokosso, dans la commune de Port-Boué, le refuge animalier CPACI est une initiative de Audrey Monteil dont la passion pour les animaux s'est transformée en vocation. Le Comité de protection des animaux de Côte d'Ivoire est une association de protection animale créée en 2017. Ses missions consistent à lutter contre la maltraitance des animaux, à recueillir et héberger les animaux en détresse, abandonnés, perdus et leur trouver une famille d'accueil. Véritable havre de paix, le refuge prend en charge une trentaine de pensionnaires sur une superficie de 600 mètres carrés. Le refuge compte un employé qui assure 7 jours sur 7 l'entretien des locaux, la nourriture et le bien-être de chacun des animaux. Ce lieu unique est un refuge où le bien-être animal est au cœur de toutes les préoccupations. Derrière chaque box se trouvent des histoires parfois effroyables. Dagan a été saisi à Abouville à son propriétaire pour cause de malnutrition et mauvais traitement. Aujourd'hui, tout va bien.
Il mesure entre 80 et 90 cm au garrot. À la mi-janvier, les images d'un Malinois agressé et jeté dans les ordures avaient choqué la toile. Pour le respect des droits des animaux, le Comité de protection des animaux de Côte d'Ivoire sensibilise le grand public à la protection animale et s'engage auprès des pouvoirs publics pour faire évoluer la cause animale. Ainsi, depuis sa création, le CPACI a participé au sauvetage, aux soins et à l'adoption de plus de 250 animaux. La mise sur pied du premier refuge animalier de Côte d'Ivoire est sans nul doute le pas qu'il fallait franchir pour une prise de conscience collective sur le sort des animaux. Cette initiative n'attend que la mobilisation de tous pour prendre toute son envergure. Merci beaucoup. Alors, Richard, vous avez une adresse. Comment est-ce qu'on fait pour les contacter? Comment on y emmène ces animaux? Sur les différents réseaux, notamment sur leur page Facebook, Comité de protection des animaux, en abrégé CPACI, qui existe soit dit en passant depuis 2017. Et puis, vous avez la possibilité également de les contacter au plus 225 07 09 48 74 87. Si vous observez notamment des cas d'abandon, de maltraitance, l'organisation reste également disponible. Merci infiniment. Et c'est ici que s'achève cette émission. Nous avons été très heureux de vous la présenter. J'ai été habillée par Envie Boutique. Eh bien, la réussite, ce n'est pas seulement dans les bureaux, ce n'est pas que de rouler dans de grosses voitures. On peut réussir sa vie dans de petits métiers, dans son entreprise et dans plein d'autres choses. Merci de nous avoir suivis. Restez focus sur RTI1. C'est là qu'il y a de belles choses. C'est la meilleure chaîne. On se retrouve demain pour une autre aventure. Bye bye.